cette idée en tête, qu'on en a discuté au sein de l'équipe transfert et puis on l'a mise en œuvre. Et c'est aujourd'hui, donc ça a donné des résultats assez intéressants et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est ce retour d'expérience-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc vous pouvez vous demander quel est le lien entre cette expérience-là, cette approche, et l'ergonomie. En fait, le lien, c'est une rencontre avec Alain Giboin, qui est un chercheur en UX. Et en discutant avec lui, on s'est aperçu que les techniques qu'on utilisait pour chercher notre marché, chercher nos clients et comprendre leurs besoins étaient très similaires aux techniques que vous utilisez en tant qu'ergonome pour tester ce qui est important au niveau user interface et user expérience pour vos usagers. Donc on s'est aperçu qu'on parlait à peu près la même langue et on s'est dit que ce serait rigolo d'en discuter. Donc la problématique. Donc, nous on travaille à l'INRIA. On a beaucoup de chercheurs et d'ingénieurs. À l'INRIA Sofia, il y a 600 chercheurs et ingénieurs en informatique, maths appliquées et dans d'autres domaines aussi connexes. C'est clair que c'est un environnement dans lequel il y a des technologies innovantes qui naissent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Au niveau contenu technologique, on est au taquet. Typiquement, après 2 mois à l'INRIA, moi je suis revenue voir les gens de l'équipe transfert, je leur ai dit mais c'est la caverne d'Alibaba ici. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plein de startups qui naissent? Donc au niveau techno, c'est un top. Parmi ces chercheurs, ces 600 chercheurs, 600 ingénieurs, il y en a de temps en temps qui veulent lancer une start-up à partir de leur savoir-faire, d'un algo, d'un logiciel, d'un brevet. Et on s'est aperçu en les accompagnant que le postulat des chercheurs, comme celui des ingénieurs d'ailleurs, c'était si la technologie est ou le produit est bon, tout le monde viendra acheter mon produit. Alors il y a une petite blague qu'on fait aux gens qu'on accueille en accompagnement qui arrivent avec cette attitude. C'est une plaisanterie. J'espère que je ne vais offusquer personne. Donc, l'idée de croire que parce que le produit est bon, tout le monde va venir l'acheter, c'est à peu près aussi naïf que de croire que quand on veut draguer, il suffit d'aller se promener tout nu sur la prom pour choper des rendez-vous. C'est pas parce que le produit est bon qu'il attire nécessairement les fous. L'image qui est très très utilisée dans le monde des startups, que vous entendrez nécessairement plein de fois, c'est l'illustration de la problématique, c'est ce qu'on appelle la diva dans le désert. Alors c'est quoi cette image-là? C'est une diva, c'est quelqu'un qui a une voix magnifique, qui a un répertoire formidable. Mais si elle chante dans le désert, là où il n'y a pas de public, elle va mourir de faim, de soif, de tout ce que vous voulez. Elle a beau être parfaite, exceptionnelle, si elle ne trouve pas son public, ça ne sert à rien, juste à son plaisir. Alors, maintenant, je vais vous situer un peu le vocabulaire et les phases que nous, on distingue dans la croissance d'une start-up, en fait. Donc, la première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de maturation. Donc, dans cette phase-là, typiquement, quand on se situe dans un institut de recherche, les gens sont encore à l'intérieur de l'institut de recherche, ils sont encore payés par l'institut de recherche. Typiquement, à l'INRIA, on a ce type de formule. Les gens sont payés en CDD par l'institut de recherche pour travailler leur projet. Donc, on a dans la salle un exemple, David, qui fait partie d'une équipe de start-up qui est en cours de maturation, qui est rémunéré par l'INRIA pour travailler son projet de start-up uniquement. Donc, dans cette phase-là, on est encore, on va dire, dans le bois. On n'est pas encore sorti du bois, on n'est pas encore visible, mais on bosse son projet. La SAT a des mécanismes similaires, pour ceux qui ne sont pas à l'INRIA. Et pour ceux qui ne viennent pas d'un institut de recherche, bah c'est la partie du projet où on est dans son garage, où on bidouille son proto, où on commence à parler à des gens. C'est la partie où on est dans le bois encore. On n'est pas encore visible, la boîte n'est pas immatriculée. Donc typiquement, à l'INRIA, ça dure 1 à 2 ans cette phase-là. Après la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle l'incubation. Donc on a un peu précisé les idées en maturation, on connaît à peu près son produit, on a une idée de produit, on sait à peu près ce qu'on veut faire. On rentre en incubation. Donc, typiquement sur Sofia, on a 2 incubateurs, l'incubateur PACA-Est et l'incubateur Mine Paris-Tech. Donc en incubation, l'incubation ça dure 1 à 2 ans.
très souvent, le financement des porteurs de projets pendant la phase d'incubation, très souvent, je dirais 95%, c'est Pôle emploi. Donc pour note, Pôle emploi permet de continuer à toucher ces indemnités alors qu'on est porteur de projet, en train d'incuber, en train de faire avancer son projet. Et dans cette phase-là, on peut obtenir quelques subventions par-ci par-là, ça dépend de l'ampleur du projet, ça dépend de plein de choses. Donc l'incubation, ça dure à nouveau 1 à 2 ans. Typiquement, une fin d'incubation réussie, c'est quand on a au moins les premières ventes. On commence à faire un petit peu de chiffre d'affaires. Et à partir du moment où on a un petit peu de chiffre d'affaires, on passe dans une phase qui s'appelle l'accélération. Donc on a pas mal d'accélérateurs sur Sofia, sur Nice, on a Playfactory sur Nice, on a le village sur Sofia, on a la pépinière, on a le C2EI. Donc en accélération, à partir du moment où on commence à faire un peu de chiffre d'affaires, c'est là où on peut attirer des investisseurs. C'est là où on a une chance d'avoir des investisseurs. Donc le financement à partir de la phase d'accélération, ça peut être, et c'est bien si ça l'est, le mieux que c'est l'argent qui vient des clients pour l'achat des produits. Et cet argent-là, il vaut beaucoup plus que l'argent des investisseurs, mais des fois on n'a pas le choix. Donc grosso modo, vous voyez que un projet de start-up, ça prend du temps. C'est pas tous ceux qui croient que c'est un peu comme le loto, on y va vite, on développe vite, on lance vite, on se prend un commercial vite, qui va faire du chiffre d'affaires vite. En fait, ça marche pas. Une start-up, c'est rarement un moyen de faire beaucoup d'argent, ça peut l'être, mais c'est rarement. Et si c'est ça la motivation des porteurs, c'est pas une bonne motivation. C'est pas le loto, c'est pas du hasard. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Donc, il existe plein de modèles pour modéliser un business. Le modèle qu'on utilise, nous, à l'INRIA, c'est ce qu'on appelle le business model canvas. Donc, c'est une matrice dans laquelle, d'un côté, il y a le côté produit, de l'autre, il y a le côté marché, qui comprend plusieurs cases. C'est quel est le problème client adressé, qui sont les clients, quelle est la solution qu'on propose, quels sont mes canaux de distribution, quels sont mes coûts, quels sont mes revenus. Alors, comme je voulais vous montrer dans le slide précédent, nous on est en maturation. Donc on est dans une phase où il n'y a pas beaucoup de cash qui est brûlé. On est dans une phase où on prend le temps de poser des choses. Et on part du postulat suivant, à tort ou à raison, qui est que les piliers d'une boîte réussie, c'est de trouver un bon problème client et de trouver suffisamment de clients qui ont suffisamment d'argent pour le résoudre. Et donc, on peut se poser tout un tas de questions quand on démarre une start-up. Comment je vais vendre mon produit, à quel prix, etc. En maturation, c'est prématuré. Voilà ce qu'on dit. On dit d'abord trouve un vrai problème client à résoudre, le caillou dans la chaussure. Qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas bien faire son boulot, qu'il ne peut pas bien avancer, un caillou dans la chaussure. Et trouve les clients qui ont ce caillou dans la chaussure et qui ont suffisamment d'argent pour s'offrir une solution. Et ça fait les piliers du business model. Et à partir de ça, une fois qu'on a ces piliers du business model, on peut se poser la question de par quel canal de distribution je vais vendre à ces clients-là que je connais, à quel prix, quelle va être ma structure de coût, comment je vais me différencier, etc., etc. Mais par contre, le postulat fort qu'on fait, c'est ça, c'est de dire d'abord, même en maturation, on va chercher un bon problème client. Vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure, hein. Moi je suis là, j'avance. Alors, je vais insister beaucoup sur ce couple problème client. Donc, là c'est un petit schéma pour expliquer ce qu'on cherche à faire sur le couple besoin-client. Dans la première configuration, on a un besoin qui n'est pas très marqué, un besoin léger. C'est pas un vrai caillou dans la chaussure, c'est quelque chose qui nous embête un peu, voilà. Et on a un pool de clients très large. Donc dans ce couple-là, dans cette configuration-là, on a beaucoup de clients pas très caractérisés et un problème qui n'est pas très fort. Et c'est pas un bon point de départ pour un projet de start-up. Alors l'exemple que je donnais, qui est un peu bête, mais c'est vendre de l'eau. Tout le monde en a besoin, donc le client n'est pas très caractérisé. Mais vendre de l'eau, c'est pas un vrai problème, quoi. Aujourd'hui, c'est pas un problème d'acheter de l'eau. Donc c'est trop tout venant. Ça permet pas à une petite boîte
qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'existence, qui vient d'arriver sur un nouveau marché, de se faire une place. Aujourd'hui, inventer une nouvelle compagnie de distribution d'eau, je pense que ça doit être compliqué. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est pareil. Dans ce couple besoin-client, si vous avez un besoin qui est très très fort, très très caractérisé, mais qui concerne très peu de clients ou des clients qui n'ont pas d'argent. Là, on est presque en fait sur une mission de conseil. Si c'est un besoin qui correspond qu'à une seule personne, c'est une mission de conseil. Mais ce n'est pas de quoi faire un business en vendant le même produit de manière répétée au même type de client. Et donc, ce n'est pas une start-up. Voilà. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver l'optimum du couple besoin-client. Un besoin suffisamment fort pour que les gens lâchent de l'argent qui est dans leur porte-monnaie et le donnent à la start-up. Et un pool de clients suffisamment important pour que, sur le temps, ça puisse permettre un business de vivre. Donc on a des critères très simples en fait. Nous on prend une matrice, on est des gens simples, on n'a pas beaucoup de temps, les gens qui font de la maturation, ils ont tout un tas de tâches à faire en plus de ça. Donc les critères qu'on a pour caractériser le besoin, on se pose la question si est-ce que ça fait gagner beaucoup de temps? Est-ce que ça permet de résoudre une tâche qui est très difficile à faire? Est-ce que c'est cœur de métier? Voilà les trois critères principaux. Voilà avec quoi on met une note de 1 à 5 sur chacun des critères, et en fonction, on a des besoins plus ou moins marqués. Et sur le côté client, on regarde si l'ensemble des clients représente, si l'ensemble du marché représente un chiffre d'affaires suffisamment important. Parce que sur un gros marché qui génère plein d'argent, il y a plus de moyens de circuler et de trouver un moyen de capter une partie. Donc le critère qu'on prend, à tort ou à raison, c'est on veut un marché dont le chiffre d'affaires global est supérieur au milliard. 1. 2. Est-ce que c'est un marché qui est en croissance? On aime bien les marchés où il y a une croissance année sur année à 2 digits, donc au moins de 10%. Et 3, c'est est-ce que 4 entreprises dominent plus de 57% des parts de marché? C'est-à-dire que si j'ai 4 entreprises qui prennent tout, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans le marché. Si c'est plus morcelé, j'ai plus de points d'entrée. Donc, je vais vous expliquer la méthode qu'on utilise et après je vais vous donner 2 exemples, un illustré et un non illustré. Et après, vous me direz ce que vous en pensez. Donc la méthode. Là, vous voyez, c'est le porteur de projet ou la porteuse de projet scientifique ou technique. Je ne sais pas comment faire pour que tout le monde voit. Donc là, c'est la personne qui pose la question, mais bon, à qui je vais vendre, qu'est-ce que je vais vendre à qui? Et donc, quelqu'un qui démarre, qui a l'initiative d'un projet de start-up, il a toujours en tête, il ou elle a toujours en tête un client rêvé et un besoin rêvé. Et moi, j'appelle ça le château de la princesse. C'est, moi je crois, moi tout seul dans mon coin, que cette personne a ce besoin-là. Et cette hypothèse de départ, elle est vitale. Maintenant, je vous rassure, elle est toujours fausse. Quand on la heurte à la réalité, elle est toujours fausse, mais elle est vitale comme point de départ. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, il y a un produit dont je rêve, c'est une machine à appliquer le vernis à ongles. Mais bon, qui est-ce qui l'achèterait dans la salle si j'en ai une? Bon, on est 2, 3, ok. Je ne suis pas persuadée qu'il y a un marché très important pour ce genre de machine. C'est le château de la princesse. C'est la première hypothèse. À partir de cette première hypothèse, on dit ok. Donc, tu as ton couple, quel est le besoin du client? Qui sont tes clients? Par rapport aux clients, on va tester la validité des clients en regardant combien ils sont, quels sont leurs revenus, et les éléments dont je vous ai parlé avant, le chiffre d'affaires, la croissance du marché et le nombre de players. Par rapport aux besoins, oui. Comment on fait ça? Par exemple, si on parle de l'hypothèse de faire un truc chez un monde, Ouais. Comment on étudie, on trouve... Permets-moi d'aller. Le slide suivant, je donne un exemple. Et après, si c'est pas clair, je reviendrai sur la question de cette fois. Donc, la deuxième partie, c'est le besoin. Comment on valide le besoin? Il y a deux méthodes en fait, principales pour valider le besoin.
La première, c'est une enquête, en fait. Ce qu'on appelle l'étude de marché qualitative, en vrai, c'est une enquête. C'est Sherlock Holmes qui fait son enquête auprès des clients potentiels. Ça, c'est la première méthode qui est très efficace. En général, quand je dis ça, tout le monde fait « Ah ben non, mais il n'y a pas de baguette magique, c'est pas non, en fait. Il n'y a pas de baguette magique, c'est le client. La baguette magique, c'est le client. » Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle des smoke screens. C'est-à-dire, alors là, on passe dans le monde un peu du borderline, on va dire, dans ce monde-là. Les smoke screens, c'est dire faire comme si vous aviez un produit qui existait déjà et le mettre en vente. Le mettre en vente, pour de faux, quoi, mais on voit à ce moment-là quelles sont les réponses du marché. Et on connaît à peu près les taux de réponse du marché. Par exemple, si on se sert de Google Ads pour vendre, si on se sert de telle chose, telle chose, telle chose. Et du coup, on compare par rapport au retour standard du marché. Et on voit s'il y a eu une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Si la réponse du marché est bonne, si les chiffres sont bons et la réponse du marché est bonne, on a une validation du couple besoin client. Si le smoke screen ou si l'enquête terrain ou si les chiffres ne sont pas bons, on a une invalidation de ce couple-là. On se repose des questions, mais on se nourrit. On s'est nourri de cette première itération. On a compris des choses supplémentaires, on a vu où notre techno pouvait faire du bien, où elle ne pouvait pas faire du bien. Pire des cas, on a vu qu'elle ne servait à rien sur tel segment de marché. Et donc on est obligé de repartir, mais en éliminant ce segment de marché-là. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est un projet qui s'appelle en interne Bobotech, et qui maintenant est une start-up qui s'appelle Equinox. Donc le porteur de projet, c'est quelqu'un qui est un fou de tennis de table, un malade de ping-pong. Son château de la princesse et la techno, c'est quelqu'un qui, à partir d'une vidéo, une vidéo qui enregistre des humains en train de bouger, c'est analyser dans les moindres détails le mouvement. Il sait quantifier la montée, de combien le bras est monté, la vitesse de montée du bras, si vous marchez. Il sait mesurer vos pas, votre vitesse de marche, l'écart entre les jambes, la régularité du pas. Donc il peut sortir tout un tas de métriques à partir d'une vidéo qui enregistre quelqu'un en mouvement. Comme je vous l'ai dit, c'est un fou de ping-pong. Il s'est dit, mon premier marché, ça va être le ping-pong. Donc le premier besoin auquel il a pensé, dans son château de la princesse, c'était, je vais faire un assistant pour aider les profs de ping-pong à mieux enseigner. J'enregistre les gens qui jouent au ping-pong, et je dis, là, il y a eu un défaut, le poignet l'a trop tourné, ta. Donc on a déroulé la méthode. Donc ça, c'était avant mon époque, hein. C'était les anciens pourront vous en parler. Combien y a-t-il donc? Les chiffres, les clients. Il s'appelle Baptiste. Baptiste, combien y a-t-il de profs de ping-pong en France? Réponse, 1000. Deuxième question, combien gagnent ces profs de ping-pong? Réponse, allez, 20-25 000 euros. Donc grosso modo, tu veux que quelqu'un qui gagne 20-25 000 euros achète un produit, probablement plus que 1000 euros, même peut-être plus que 2000. Réponse, non, c'est pas plausible. Donc ok, petit marché, petit budget, petit revenu, on a éliminé ce premier coup. Donc Baptiste est reparti en réflexion, à quoi peut servir ma technique? Et là il a pensé au kiné. Donc il faut savoir que les kinés et les centres de rééducation, 70% de leur activité c'est de la rééducation de la marche. Donc il s'est dit, je vais faire un outil qui mesure les paramètres de la marche, et du coup, ça permettra de mesurer l'apport de la rééducation pour des gens qui ont eu des problèmes liés à la marche. C'est-à-dire que si sur la même personne, j'applique le même outil, que je mesure la vitesse de marche, la longueur des pas, l'écart entre les pas, le rythme, et que si je mesure ça de séance en séance et que je montre qu'après 10 séances, c'est bien meilleur qu'au tout démarrage, c'est un diagnostic super objectif. Donc il est parti de cette hypothèse-là, et il a visé les kinés et les centres de rééducation. Donc déjà les kinés, combien y a-t-il de kinés en France? Vous avez une idée? À peu près? Toi tu dis 50 000? 100 000? 5 000? Combien? 200 000. Vous savez? Il y en a 85 000.
Donc déjà, c'est mieux que les profs de ping-pong, déjà. C'est 85 fois mieux. Bon, c'est pas mal. Les kinés gagnent pas mal leur vie. Ils ont, je crois qu'ils sont leur revenu c'est dans les 50 000. Donc il y a déjà un peu plus de marge pour investir. Et donc on s'est dit, bon, les kinés, au niveau des chiffres, ça tient la route. Maintenant, qu'en est-il du besoin? Est-ce qu'ils ont ce besoin d'un outil comme ça coûte des sous, est-ce qu'ils s'en serviraient, est-ce que ça les aiderait, etc. Donc on a fait l'enquête terrain. On a fait faire à Baptiste Sherlock Holmes des kinés. Donc il a été rencontré des kinés. Et il leur a demandé, mais c'est quoi la chose la plus difficile que vous faites dans votre journée? Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Et qu'est-ce qui est cœur de métier pour vous? Très résumé. En réalité, en fait, cette enquête-là, elle consiste à demander ça dans une première partie. Dans une deuxième partie, à demander à dire aux porteurs de projet, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous transformeriez dans votre pratique? Quel est l'outil, le produit que vous feriez? Et dans une troisième partie, l'enquête consiste à leur présenter la techno et à discuter avec eux de si elle peut les aider par rapport aux besoins énumérés précédemment. Il a été voir des kinés, pas mal, il en a interrogé pas mal. C'est quelqu'un qui est hyper positif, hyper enthousiaste. Il est revenu hyper positif. J'ai un résultat super! Ok, Baptiste, explique-nous. Le résultat super, c'était que les kinés solo n'étaient pas intéressés. Parce que c'était un outil qui prenait beaucoup de place et les kinés solo n'ont pas la place physique d'accommoder un outil pareil. Par contre, les kinés à plusieurs étaient intéressés et les centres de rééducation étaient intéressés. Donc du coup, à ce moment-là, il a été discuté avec des centres de rééducation et il a pu mettre en place un POC dans un centre de rééducation. Il a trouvé le médecin kiné dans un centre de rééducation qui était geek à fond, qui adorait la techno, qui a pris son outil, son démonstrateur et qui a commencé à s'en servir. Et à partir de là, ils ont échangé sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien dans cet outil, comment ça marche, etc. Donc on a continué. Donc déjà les kinés. Donc, on passe de 85 000. On enlève tous les kinés solo, on va dire à peu près la moitié. On est à 40 000. Les kinés qui sont à plusieurs, ils vont acheter un outil pour un cabinet. On va dire qu'ils sont au moins 2 par cabinet. Au max, on était à 20 000. La taille de marché totale, c'était 20 000, au max. Ça commençait à avoir réduit tout de même cette histoire. Et là, Baptiste, il a dit « Ah non, mais c'est les kinés mon marché, c'est sûr !» Ok, bon. Et là, on arrivait vers la fin de son CDD. Il lui restait 6 mois. On lui fait, tu sais, dans 6 mois, tu lances une boîte. Dans 6 mois, tu payes des factures. Bon, et il était toujours convaincu. Et là, on a fait un smoke screen. On a dit, ok, tu es sûr de toi. Alors, on va dire que ton produit, il existe. Et on va faire un site web où il est mis en vente. Et on va faire des pubs Google Ads en disant kiné, équipez-vous d'un outil d'analyse de la marche. On a mis plusieurs formulations comme ça. S'il y avait une formulation qui était malheureuse, ça ne bloquait pas la campagne, quoi. Mais toutes les formulations donnaient à peu près le même résultat. Et donc là où normalement une campagne, un taux de clic normal c'est 0,1% pour une campagne Google Ads, lui il a eu un taux de clic à, je crois, 0,006%. Et donc, il était toujours un peu accroché, on lui fait OK, 0,06%, on suppose que c'est tous des kinés, on a fait le compte et je crois que ça donnait 50 kinés qui étaient intéressés, grosso modo. Supposons que les 0,06% c'était des kinés. Hein. Donc, bon, on a dit, alors, il fait, ah oui, c'est pas beaucoup. Et donc là, vraiment, il est sorti du deuxième château de la princesse. Et donc là, il est reparti à se questionner. Donc, ok. Les profs de ping-pong, c'est pas bon. Les kinés, c'est pas bon. Les kinés à plusieurs, c'est bon, mais c'est pas assez. Vers où je pourrais aller avec ma techno? Il brainstorm, et là, il pense à vendre sa techno comme un assistant vendeur pour les petites boutiques de chaussures de running. Des boutiques spécialisées, mais de quartier, pas des gros trucs, des toutes petites boutiques spécialisées. Ok, alors, à ce moment-là, on repart dans une des technos qui est Sherlock Holmes, l'enquête, l'étude de marché qualitative. On trouve une dame qui avait tenu une boutique de running, de chaussures de running spécialisées. Elle vient à l'INRIA les rencontrer, elle échange avec eux, oui, c'est intéressant, mais tu sais, moi j'avais déjà un outil comme ça, il s'appelle comme ça, il coûtait tant, mais finalement ça ne m'a pas tant aidé parce que, quoi qu'il arrivait, il fallait que je sois à côté
de l'acheteur. Il fallait que je l'accompagne tout le temps, ça ne m'a pas économisé du temps, ça donne un air de sérieux, mais c'était pas terrible. Mais tu sais, là où ton produit marcherait vraiment, c'est pas dans les petites boutiques de running. Elle lui donne cet input, elle lui dit, là où ce serait vraiment utile, c'est dans les gros décathlons, etc., où ils veulent économiser en ressources humaines. Tu leur donnes un vendeur automatique et ils seront ravis. Ok, donc là on passe, donc là vous voyez on est passé ping-pong, kiné, centre de rééducation, petite boutique de running, on est sur les grosses boutiques, là on est sur les décathlons, etc., GoSport, etc. Pareil, donc on cherche quelqu'un, donc on trouve quelqu'un. Jérémy trouve quelqu'un qui travaille au service innovation de chez Decathlon à Lille. Interview Sherlock Holmes. Donc Baptiste l'appelle en lui demandant, bah voilà, qu'est-ce que vous avez comme outil qui peut faire ça? Réponse du responsable service innovation de chez Decathlon, écoute, on est en train de faire ce produit-là en interne. Donc là, il va y avoir deux réactions dans la salle. La réaction des ingénieurs qui vont dire bah alors du coup ça ne sert à rien de le faire. Et la réaction du porteur de projet un peu malin, quand un client fait lui-même le produit en interne, c'est qu'il en a vraiment besoin. Il n'y a pas de meilleure validation marché que ça. Et là où on est assez content de la manière dont on les a accompagnés, bah, ils étaient deux, Baptiste et Mélène, ils sont venus en disant ouais, ils le font en interne, validation. Donc ils avaient bien évolué de scientifiques à porteurs de produits. Donc voilà. Donc une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont aperçus que la fonctionnalité principale qui était importante pour Decathlon, c'était de détecter si le pied était pronateur ou supinateur. Ne me demandez pas, je ne sais pas lequel des deux, voilà, je vais faire comme ça. Donc Baptiste, super content de cette discussion avec Decathlon, il retourne sur sa preuve de concept au centre de rééducation, qui tournait toujours. Il rencontre le responsable technique du centre de rééducation, et il lui dit « Ah, tu sais quoi, je viens de parler à Decathlon, eux, ça les intéresse, ce que je fais, si j'arrive à détecter pronateur, supinateur, je peux faire un assistant qui vend les chaussures pour eux, c'est top. » Et là, le responsable technique du centre de rééducation lui répond « Si tu me rajoutes ça aux fonctionnalités que tu as déjà dans ton prototype, je te l'achète. » Première intention d'achat, je vous rappelle qu'il était encore en maturation à l'INRIA. Il n'avait pas consommé d'argent de Pôle emploi, de ses économies, de machin, de trucs. Et donc c'est là-dessus qu'il est parti. C'est sur ce couple, donc son couple besoin de marché, c'est les centres de rééducation. Donc vous pouvez vérifier les chiffres, je crois qu'il y en a à peu près 2000 en France. Ils gagnent énormément d'argent. Avec le vieillissement de la population, leur chiffre d'affaires est en croissance. Et voilà, et il a eu une validation client. Et donc aujourd'hui, la start-up elle est lancée. Il a eu un deuxième centre de rééducation qui lui a donné une intention d'achat sur le même cahier des charges. Et il attend d'avoir la certification matérielle médicale, la CE, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir réaliser la vente. Donc voilà un exemple. Donc on est parti d'une hypothèse de départ et on a itéré sur différents couples clients-besoins jusqu'à en trouver un qui était assez costaud au niveau chiffre d'affaires, volume, etc. Et dans lequel il y a des gens qui étaient en position de décision qui nous ont dit si vous nous faites ça, on vous l'achète. Un premier exemple. Un deuxième exemple. Une autre start-up en cours de maturation à l'INRIA. Une techno magnifique. Cette techno, ça consiste à, quand on prend des photos, plusieurs photos 2D d'un environnement qui se chevauche, ça permet de recréer cet environnement en 3D et de se balader dedans en réalité virtuelle. Donc c'est une moulinette, c'est magique, on rentre des photos et ça sort un environnement dans lequel on peut se balader. Donc pour cette techno, pareil, porteur de projet, fan de jeux vidéo. Donc son château de la princesse, c'était les éditeurs de jeux vidéo. Donc on commence avec les éditeurs de jeux vidéo, on déroule les chiffres, ils n'étaient pas terribles, il y en a plein des éditeurs mais ils gagnent presque rien. On va tout de même faire Sherlock Holmes, enquête terrain, on trouve des besoins, mais volume de marché tellement bas, on élimine, on sort du premier château de la princesse, on élimine les éditeurs de jeux vidéo. Deuxième marché, la promotion immobilière neuve, pour recréer les environnements autour du futur bâtiment. Pareil, Sherlock Holmes, enquête terrain, ils vont interviewer une vendeuse de promotion immobilière qui leur dit mais c'est magnifique ce que vous faites. Et ils comprennent que,
Et quand il lui demande mais est-ce que tu serais prêt à payer pour ça, la réponse c'est non. Et c'est ça la question qui fait la part des choses en fait. Parce qu'avec une start-up, tout le monde va vous dire que c'est magnifique ce que vous faites, tout le monde va vous dire que vous avez raison de vous mettre à votre compte, tout le monde va vous dire que vous avez raison de prendre des risques et de voler votre argent. Mais la vraie question c'est est-ce qu'eux ils sont prêts à payer pour le produit que vous offrez. Donc on élimine la promotion immobilière, et là l'équipe a un coup de blues. Ils avaient d'autres segments de marché auxquels ils pensaient, mais un petit coup de blues, vu qu'on n'arrive pas à trouver un marché. Le chercheur qui porte le projet va à une conférence, il rencontre une de ses anciennes connaissances qui travaille au département innovation de chez Renault. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, tata? Il lui explique sa techno, et ce monsieur qui est responsable de l'innovation chez Renault lui dit avec le véhicule autonome, on a exactement besoin de ça. Pour le véhicule autonome, on a besoin de créer des environnements en 3D dans lesquels on peut se balader, mais on a besoin d'en créer plein des environnements comme ça, avec sur une longue distance, parce qu'il faut entraîner le véhicule autonome à conduire tout seul. Donc là, on va chez Renault, avec le chercheur, avec le porteur de projet. Moi, je fais semblant d'être la business développeuse de l'équipe. Et puis on discute avec Renault, on leur fait une démo, etc. Et là, les gens de Renault, ils disent, grosso modo, on veut faire une preuve de concept. On a déjà fait la même chose avec une autre techno. On veut faire une preuve de concept. Si ça marche, nous, on est prêt à l'acheter. En très très résumé. Donc voilà un autre exemple où on a déroulé cette même méthodologie et où ça aboutit. Je peux vous donner des exemples d'entreprises qui se servent de ça sans être des entreprises UNRIA. Je vais vous donner donc une start-up qui est mimi, qui est chouette, ça s'appelle WeGreens. Vous pouvez les trouver sur internet. Ils font de la revente de denrées périssables, fruits et légumes. Comment est-ce qu'il a testé son marché? Donc c'est le porteur de projet, c'est quelqu'un qui vient de Londres, qui a travaillé 5 ans lui-même dans une start-up, qui est bien au fait de ce genre de technique. Comment est-ce qu'il a testé son marché? Il a fait un smoke screen. Il a fait un faux site web où il expliquait son principe et à la fin il y avait un bouton download pour downloader l'application. Il a été sur les marchés, il a distribué, il a parlé à tous les vendeurs de son application et après il a mesuré le taux de download qu'il y avait par rapport à la page web. Il avait un taux de download de 15%, c'est énorme. Donc il a validé son marché. Et après il a continué son projet, etc. etc. Un autre exemple, BBEYES, B-A-B-E-Y-E-S. Vous pouvez chercher sur internet et voir la vidéo YouTube qui décrit le produit. Le produit, c'est une petite caméra cachée dans un petit nounours qu'on met en pince à un bébé et qui enregistre des séquences de 20 secondes qui sont les premiers souvenirs du bébé. Ce que le bébé voit de son berceau. Et après, ça le charge sur le cloud et le bébé peut le revoir quand il est plus âgé, etc. Je vous décris tout un produit là, en fait. Ce que le porteur de projet a fait, il a fait juste l'emballage. Ça avait l'air d'un produit, mais dedans, il n'y avait rien. Il a fait un beau paquet. Il a proposé son projet pour aller... Donc, il y a eu un appel à projet pour aller au CES. Il l'a proposé. La région a accepté de l'emmener au CES avec ce produit-là. Il a dit honnêtement, mais à l'intérieur de ma boîte, il n'y a rien. On fait ça, c'est ton problème, tu te débrouilles. Il a été au CES, il en avait fait 50, 100. La présentation, c'était comme si ça existait. Il y avait une vidéo YouTube qui expliquait comment ça marchait. Il y avait son produit sur les étagères, etc. Il a des commandes de Target. Aujourd'hui, il a eu aussi des commandes de Target. Il y a eu des commandes d'Indonésie, de Thaïlande, d'Angleterre, de France, de plein d'endroits. Aujourd'hui, les commerçants ont levé des fonds pour produire le produit. Ouais. Comment tu positionnes notamment le smoke screen par rapport à un crowdfunding qui va permettre d'avoir une idée du marché aussi, des gens qui ne sont pas payés, en plus, si time balance ou en tout ça? Alors, typiquement, le crowdfunding, il vient après. Parce que le crowdfunding, il vient quand, en général, ce qu'on te dit, c'est que 85% des gens qui financent son crowdfunding, c'est des gens qui suivaient déjà ton projet. Donc, qui avaient déjà adhéré, qui te connaissaient sur les réseaux sociaux, qui ont été sur ton blog et qui ont échangé dessus. Donc, typiquement, ouais, le crowdfunding, c'est un bon test, mais qui vient bien après le smoke screen. Donc, typiquement, BBEYES, là, ils vont vers un crowdfunding. Mais par contre, s'en servir comme test du marché, c'est hyper dangereux et un peu casse-gueule parce que ça peut te griller. Donc tu prends une boîte que j'aime bien, qui s'appelle Lucy Labs. Ils ont fait comme tu dis, en fait. Ils se sont servis du crowdfunding. Pour leur premier produit, c'était un étui de smartphone lumineux qui bougeait avec la lumière, tu sais, qui faisait des... Et ils l'ont lancé direct en crowdfunding. Ils se sont pris un mur, quoi.
Par contre, tu vois, là, ça aurait peut-être été intéressant de faire un smoke screen avant, de faire du bug, etc. Donc voilà pour cet aspect-là. Est-ce que du coup, j'ai répondu à la question sur le dimensionnement du marché, etc. Donc maintenant, voilà, je vous ai donné plusieurs exemples. Tout ce que je peux vous dire, c'est, je suis sûre que c'est pas la baguette magique, que c'est pas la panacée. Mais nous, on s'en sert et on trouve que ça marche bien. Donc ne vous en privez pas. Retour d'expérience. On s'aperçoit de la première chose, c'est que systématiquement, le château de la princesse, là, cette première hypothèse de besoin client et de client, elle est systématiquement fausse. À ce jour, aussi bien dans les startups qu'on accompagne que dans celles qu'on voit autour de nous, je ne connais pas un seul exemple d'entreprise qui a vendu le produit qu'elle avait en tête au départ. Maintenant, je suis à l'écoute, hein, mais genre zéro. Le deuxième retour d'expérience, c'est que en fait, le porteur de projet, il évolue et il grandit avec son projet. Et typiquement, la grande étape de croissance, c'est quand le porteur ou la porteuse abandonne le château de la princesse. Quand il accepte que cette hypothèse, ce projet rêvé qu'il avait en tête n'était qu'un rêve, et que c'est important de prendre en compte les retours du client pour définir son cahier des charges produit. Et donc, typiquement, sur les personnes dont j'ai parlé, on voit clairement le changement, c'est presque un changement de personnalité qui s'opère. C'est-à-dire qu'on passe de l'ingénieur, du scientifique, qui est un peu monsieur, je connais mon domaine et je suis sûr de moi, à quelqu'un qui accepte que la solution ne vienne pas que de lui, mais que le monde extérieur puisse nourrir son positionnement, sa réflexion, ses solutions. Et c'est un changement mais de positionnement très très important, très difficile à opérer. Là, sur le premier projet dont je vous ai parlé, sur Baptiste, il a fallu 6 à 9 mois pour qu'il bascule. Mais quand il a basculé, là, il ne s'arrête plus, quoi. Mais bon, il a fallu ce temps-là. Le troisième point, c'est que il y a toujours plusieurs allers-retours. Le château de la princesse, il est toujours faux, mais c'est pas juste après le château de la princesse qu'on trouve la bonne solution. Il y a 3-4 itérations minimum. Et nous, ce qu'on observe, c'est que ça prend à peu près 1 an. Donc c'est long. Donc c'est un luxe d'avoir cette phase de maturation avant la phase d'incubation où on peut se permettre de faire ça. On est bien conscient que c'est pas simple et que voilà, on ne peut pas le faire tout le temps. Pour autant, je pense que c'est une vraie priorité dans la construction d'un projet. Et systématiquement, avant d'aboutir à un vrai produit bien défini, il y a une phase de preuve de concept. Il y a une phase de preuve de concept où on fait un proto et on le met dans les mains du client. Oui, je t'écoute, Fabien. Et comme tu le présentes, on a l'impression que c'est nécessairement séquentiel. Puisque ça prend du temps et puis on sait qu'il va y avoir plusieurs échecs, pourquoi ne pas lancer plusieurs choses en parallèle? Parce que, en théorie, on pourrait. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans l'énergie du porteur de projet, si tu veux, c'est la construction de son projet. Donc être sur plusieurs projets à la fois, c'est un peu compliqué, en vrai. Tu vois. Mais après, peut-être, pourquoi pas, quoi. Tu vois, rien ne s'y oppose en théorie. C'est dans la pratique, au niveau de l'énergie, que ça a l'air moins faisable. Et tout ça, c'est empirique, hein, il n'y a pas de... Et donc, dernier retour d'expérience. La clé dans un projet de start-up, vous n'allez pas me croire, hein, la clé c'est le client. Ce qui est important pour le client, c'est le client qui le décide. C'est pas nous, les porteurs de projet, les scientifiques, les techniques, tout ce qu'on est, les responsables de com, qui que ce soit. C'est le client qui décide. Ce qui a de la valeur pour le client, ce qui est important pour le client, c'est le client qui le décide. J'ai parlé au responsable technique d'une entreprise qui s'appelle Suris, S-U-R-Y-S. Une très belle réussite, une start-up qui a 20 ans, qui fait des signatures optiques sur les billets de banque et les passeports, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, une très belle réussite. J'ai parlé à son responsable technique, il me dit mais c'est pas nécessaire, c'est rare, il n'y a aucune corrélation entre l'effort technique, l'effort R&D qu'on met et le chiffre d'affaires qu'on fait sur les fonctionnalités ou les produits. Zéro corrélation. Ce qui a de la valeur pour le client, c'est ce qui a de la valeur pour le client. C'est pas le contenu de brevet, c'est pas tout ça. C'est le client qui choisit de payer ou pas. C'est lui qui a le dernier mot quoi qu'il arrive. Et c'est indépendant du contenu technologique du projet. Donc le dernier lien, ce que je vous ai mis là, c'est un lien vers Mixergy. Mixergy, c'est un site où il y a plein d'interviews
de fondateurs de startups successful. Et ce lien-là, c'est vers le fondateur de Twitch.com. Twitch.com, c'est une plateforme qui fait du streaming de gamers. Les gamers, ils se filment en train de jouer et ils le streament. Et il explique comment il a construit sa plateforme de vidéos de gaming. Je vous incite fortement à aller l'écouter, comme ça vous comprendrez qu'il n'y a pas que nous qui disons ça. Voilà. J'écoute vos questions. Oui. À quel moment on protège le projet? Pardon? À quel moment on protège le projet? Parce qu'on va le tester, on va le montrer, on le sort, et si on voit que ça marche, est-ce qu'il y a un risque par exemple que l'idée soit prise, ou comment ça fonctionne? C'est la peur principale de tous les porteurs de projets, qu'on me vole mon idée. Ce qui se dit, j'ai pas de solution miracle. Okay, tu peux le protéger avant et après une année, etc. Il n'y a pas de recette miracle. Ce qui se dit dans le monde des startups, c'est qu'on a toujours beaucoup plus à gagner à partager le projet et à accepter les retours qu'à protéger l'idée. Surtout que ton idée, en général, c'est un château de la princesse. Voilà. Mais j'ai pas de solution. Vous avez d'autres questions? Alors, je vous rassure, donc le sentiment que vous avez que, oui, c'est évident, c'est simple, c'est du bon sens. Tout le monde l'a quand on le présente. Alors ma question, c'est si c'est simple, si c'est si évident et si c'est tellement du bon sens, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Oui. Moi j'ai une question parce qu'en fait j'ai été amenée en tant que UX à tester un site. En fait, tout simplement, on a voulu tester l'idée pour voir s'il y avait des potentiels clients derrière. La question c'est qu'on a eu des réactions assez virulentes puisqu'en fait c'était la création d'un beau voyage et tout ça. Chaque personne prenait du temps à créer la critère et à la fin on leur mettait un petit pop-up en disant ah bah c'est trop gentil, vous êtes trop mignons, vous avez réussi à nous donner des feedbacks et voilà, on reviendra vers vous dès qu'on aura des réponses bien sûr parce qu'on n'a jamais de produit. Voilà, est-ce que tu as déjà rencontré ce côté où les utilisateurs finalement ils sont tellement frustrés que du coup ils reviendront peut-être même plus vers toi en fait Là, je trouve que vous avez été un peu loin en fait. C'est les smoke screens qu'on fait. C'est-à-dire que les gens ils se sont impliqués dans ce que tu me racontes, ils ont passé du temps, ils ont vraiment ce qui leur plaisait. Nous, les smoke screens qu'on fait, c'est un produit sur étagère et tout ce qu'on te demande, c'est soit de downloader, soit de laisser tes coordonnées. Mais tu vois, on te demande pas plus. une page d'accueil finalement. Ouais, quasiment. Ouais, quasiment. Faut pas non plus, effectivement, faut pas aller trop loin dans les smoke screens. Qu'est-ce que tu downloads? Donc ce qu'on expliquait, c'est qu'un des tests, en fait, pour savoir si le public est intéressé par ton produit, quand ton produit c'est une application mobile, c'est de faire un site web où tu expliques le contenu de l'application et à la fin tu as un bouton download et tu regardes le ratio de gens qui sont venus sur ton site versus ceux qui ont downloadé et cette métrique-là te donne une mesure de l'intérêt des potentiels clients pour ton application. Mais donc, je donnais l'exemple, c'est juste parce que je pense qu'il arrive encore, excuse-moi, je termine juste ça. Je donnais l'exemple de quelque chose qui s'appelle WeGreens. J'étais là, ouais. Ah, t'étais là, pardon. Mais il faut quand même avoir quelque chose à donner au download. Non, il downloadait. Là, il mettait ça, on arrivera plus tard. C'est ce qu'ils ont fait. Spécifique, la deuxième page qui est une page, qui est la page de download, et celle-là, elle annonce tout de suite que c'est pas prêt. Oui, du coup, c'est la même chose. D'accord. Non, mais moi, le step d'après, c'est en fait le smoke screen, c'est avec le prénom de la boîte, le prénom du futur produit, c'est vraiment caché derrière un écran de fumée avec. Alors, pour Robocop, c'était caché derrière un écran de fumée. Pour WeGreens, je suis pas sûre, je pense qu'il a donné le prénom de la boîte. Ça, c'est assez risqué. Parce que là, justement, oui, ça peut faire frustration. Tout à fait, je suis d'accord. En fait, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre un peu de l'énergie des clients potentiels et il faut être honnête sur le fait que tu leur en prends pas trop. Exactement. Pour éviter la frustration. En fait, même, moi j'irais un peu plus loin. Je dirais que je prends un petit peu de leur ADN pour créer l'ADN du produit. C'est plus joli comme ça. J'ai moins l'air d'une voleuse. Vous avez d'autres questions? C'est pas pour Juste pour vous dire que vraiment votre vision, que le doute en fait, est primordial, que cette forme d'humilité en fait, de remettre en question ses certitudes, ses croyances, est vraiment essentielle. Et je voulais rebondir en fait sur la partie Sherlock Holmes. Quand vous dites que vous faites des enquêtes, vous allez vous entretenir avec votre client potentiel, c'est ça? Oui. Est-ce que vous allez
étape. La deuxième étape, si c'est successful, il y a la preuve de concept qu'on met dans leurs mains. Et là, il y a des échanges. Et là, il y a de l'observation. Mais on ne commence pas par l'observation. Moi, si je peux me permettre une remarque, en fait, sur ce monde-là. Plein de fois, les gens me disent, mais Guylaine, pour démarrer un projet, il faut une idée. Moi, j'ai beau y réfléchir, donc il y a des gens qui croient qu'il faut une idée pour démarrer un projet, il y a des gens qui croient qu'il faut une techno. Aujourd'hui, avec le recul d'avoir fait toutes ces choses-là, moi, ce que je pense, c'est que le point de départ d'une boîte, c'est des clients. Ce qu'il faut, c'est trouver des clients. Voilà. Maintenant, mais c'est une croyance, hein. Je ne peux pas vous le prouver par des équations mathématiques. Vous mettez derrière cette notion de client, c'est assez ambigu en fait. Parce que ce client, c'est par exemple payer, une grosse boîte qui va payer mon projet, ou est-ce que c'est des clients utilisateurs lambda qui vont acheter mon produit? Je trouve que c'est assez ambigu et pour rebondir sur ce que disait Marie tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure que souvent notre idée du château de la princesse était changée. Moi, je suis un exemple concret. On a vendu notre château de la princesse à une grosse boîte il n'y a pas très longtemps, et j'en connais plein d'autres. Et souvent, la différence que j'ai pu voir, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le milieu des startups, c'est que quand on ne prend pas les utilisateurs finaux dès le départ, avant de créer le produit, et de voir vraiment le besoin de faire tout ce qu'il y a à faire comme process, souvent, quand on a une vision très technophile, on change notre château de la princesse. Et à partir de là, ça devient différent et il faut le réajouter, il faut trouver des clients qui vont porter de notre produit. C'est cette notion de client que je n'ai pas bien. En fait, est-ce que pour vous, il y a ambiguïté entre la notion d'usager et la notion de client? Est-ce que c'est ça l'ambiguïté ou pas? Non, il n'y a pas. Enfin, si l'usager, c'est celui qui va utiliser le produit. Est-ce que c'est ça l'ambiguïté? Pour moi, oui, c'est ça. D'accord. Alors, en fait, nous, ce qu'on teste, c'est essentiel. Quand on fait les enquêtes terrain, quand on fait les preuves de concept dans les mains de quelqu'un, c'est dans les mains de l'usager. Et la stratégie, c'est de penser qu'une fois que l'usager est convaincu, il devient prescripteur pour le décideur. Donc, typiquement, dans l'exemple que je vous ai donné du centre de rééducation, c'est le médecin kiné qui testait le produit, qui nous a donné ses retours, qui a fait du buzz en interne en disant c'est super, machin, bidule. Et derrière, c'est le responsable technique qui a donné l'intention d'achat. Et cette cible, comment vous l'avez définie en fait? La cible du kiné, Ouais. on brainstorm en disant les kinés, on pense les kinés ils passent 70% de leur temps à faire de la rééducation de la marche, on suppose ça, on va les voir, on leur demande et on leur met une preuve de concept dans les mains et on voit s'ils sont d'accord ou pas, si ça leur sert ou pas. Vous partiez réellement sur une supposition. Absolument. Sur un produit du genre plateforme, donc le client est l'utilisateur finalement. La technique du small screen, elle marcherait encore ou il faudrait l'adapter différemment? Est-ce que tu peux développer la notion de plateforme? Donne-moi des exemples de plateforme. N'importe qui peut mettre une vidéo, voilà. C'est plateforme. Alors, le smoke screen, non. Mais là, c'est là où le lien que je t'ai donné d'un Sergi peut être pertinent. Donc là, eux, ce qu'ils ont fait un POC, en fait, un mini-site, si tu veux. Ils l'ont lancé. Ils ont visé les gamers. Ils ont fait un YouTube, si tu veux, pour les gamers. Twitch, bah oui, tu peux. Pardon. Mais ça, c'est un des cofondateurs de Twitch qui parle là. Donc ils ont fait leur YouTube pour les gamers, mais au départ, il était un peu basique, quoi. Et après ça, ils ont été interviewés des gamers en leur demandant qu'est-ce qui leur manquait dans Twitch. Et en fonction de leur retour, c'est à partir de leur retour qu'ils ont fait leur liste de fonctionnalités. Donc ce qui leur manquait, c'était d'avoir des revenus à partir de ça. Donc ils ont partagé les revenus publicitaires avec eux. Et ce qui leur manquait, c'était d'avoir des vidéos qui étaient adaptées à la bande passante que tu pouvais avoir à la maison. Donc ils ont ajouté des transcodeurs qui s'adaptaient à ta bande passante. Si tu avais une bande passante, une super vidéo, et en fait, ils enlevaient des infos si tu avais une bande passante limitée. Donc là, ils sont passés par, si tu veux, le grand public, ils n'ont pas fait de smoke screen, ils ont été directs, ils ont présenté ça. Et par contre, après, ils ont tout de suite été voir leurs usagers clients pour leur demander leur retour et ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, et c'est en fonction de ça qu'ils ont rajouté des fonctionnalités, et c'est là où ils ont commencé à avoir du succès. Donc sur une plateforme, c'est plus intéressant d'arriver directement à quelque chose qui marche. Avec une mini-plateforme, vraiment basique. Enfin, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Du coup, pour rebondir avec ce que tu disais, plutôt que le
ça ne t'empêche pas d'aller parler aux gamers avant, mais d'écouter ce qu'ils ont à dire. Du coup, le principe de proposer une mini-plateforme, ce serait un peu l'équivalent d'une version bêta avec une relation privilégiée avec l'utilisateur. Un prototype qui marche moyen, mais qui marche hop et qui est suffisamment pour que les gens se rendent compte de ce que ça peut leur apporter. Question. Est-ce que vous avez évalué un temps maximum entre la validation du marché et la mise du POC entre les mains des gens pour pas le temps pour les perdre ou alors les garder non, on n'a pas évalué, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on est dans une situation privilégiée où on a une équipe de transfert qui aide à travailler le marché et on a une équipe de dev qui aide à faire le prototype. Et donc ça marche ensemble et du coup dès qu'on a trouvé une accroche, pof, on peut mettre un prototype dans les mains. Donc, on a plein de choses qui sont fausses dans notre monde parce qu'on est privilégié. Je ne sais pas tout dire. Pardon. Parce que nous, on a cette problématique, il faut mettre les moyens à un moment pour concrétiser, pas perdre les gens. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres retours, d'autres partages d'expérience, comme plusieurs d'entre vous, des commentaires? Non, pas de questions. Merci beaucoup. Merci.